Tu veux, alors, est-ce que tu es prêt à entendre ma longue diatribe sur ce que je capte? Alors, ça vient de beaucoup d'autres personnes qui analysent ce qui se passe dans le monde de Wizard principalement, mais il y a beaucoup de choses qui ont lieu, et notamment cette question du communautaire. Cette question du communautaire est très très présente, mais c'est un peu long. J'avais prévu d'un peu. Et en résumé, vas-y, dis, on pourra en parler vu qu'on a quoi une heure en résumé, le monstre est lancé, quoi. Le monstre. En résumé, la bête est lancée. Genre vraiment, je viens de me rendre compte que si vous êtes prêt à entendre un truc qui va parler de business et de comment ça fonctionne, parce qu'il y a énormément de mouvements en fait qui se fait et qui ont été observés au niveau. Alors, je t'explique, tu le sais très bien probablement, mais je suis les développeurs, les designers, mais je suis également les ressources humaines de chez Wizards pour voir quels sont les profils qu'ils cherchent pour avoir potentiellement. En vrai, je te coupe 2 secondes, mais ça, je vous le dis, même pour vous, le chat. Même dans le monde du jeu vidéo, s'il y a une entreprise que vous adorez, regardez régulièrement les offres d'emploi ou ce genre de choses, et vous pouvez deviner à peu près sur quoi ils vont bosser et qu'est-ce qui arrive ou sur quoi ils se lancent, quoi. Et en vrai, c'est une très bonne façon de faire, je trouve. C'est exactement ça. Et il y a énormément de choses qui sont prévues. Alors moi j'avais fait un petit texte pour en faire un peu une vidéo quand même à enregistrer et à foutre sur YouTube derrière. Mais donc ouais. Si je peux mettre le son de Naïteron plus fort, pardon, excusez-moi, je vais. Oui, bien sûr. Je m'en occupe. Je sais pas si Naïteron d'ailleurs si Naïteron il était qu'à 100%. Écoutez, je vais mettre Naïteron à 130%. Je suis qu'à 100%. Ah yes, je suis up. Voilà, je t'ai up, très cher Naïteron. Magnifique. Bah écoute, accroche-toi mon ami parce que ça va être un peu long. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues. Alors évidemment, je vais refaire la vidéo derrière, mais en gros, une de mes premières prédictions, c'est qu'il y a un gros travail pour faire en fait un plateau virtuel. Il y a 5 choses, je suis convaincu, qui vont arriver dans les prochaines années. Et c'est Quand tu dis plateau virtuel, tu parles d'un tabletop, d'un virtual tabletop officiel ? C'est ça. Cette prédiction, évidemment, pour moi en tout cas, et pour d'autres personnes dans le milieu de Donjons Dragons, est évidente, selon évidemment ce que je viens de te dire, les offres d'emploi. C'est pas la première à me dire ça d'ailleurs. On a un Digital Dungeons and Dragons qui est considéré comme l'avenir de l'expérience du jeu numérique Donjons Dragons. C'est écrit sur tout leur site, leurs offres d'emploi sont très claires quant aux objectifs visés par Wizards of the Coast et surtout Donjons Dragons. Alors je vais te faire un petit check-up, mais ces offres d'emploi sont plein de signes que nous pouvons lire comme tout simplement annonciateurs et surtout pour attraper des visions d'un futur possible qui est en train de se travailler chez eux. Je pense notamment au job de concepteur de gameplay pour un poste mystérieux et secret qui n'est pas encore révélé. Le concepteur principal de gameplay doit, selon eux, avoir une expérience sur le jeu AAA, une expérience avec Unreal Unity, 2 moteurs 3D compris dedans, et des capacités à programmer ou modifier des scripts. Il cherche un artiste d'environnement senior sur Maya, ZBrush, Substance, Unreal 4, Unity, donc tous les outils de modélisation 3D. Là, Il cherche un artiste d'environnement senior, apparemment différent de l'artiste environnement que je viens de te citer, et il doit avoir également réalisé plusieurs titres sur PC, console et jeux AAA. Il cherche un ingénieur de construction senior disposant de compétences sur des expériences notamment avec Jenkins pour l'automatisation de mise à jour, des expériences avec Docker et Kubernetes pour le développement d'applications. On peut donc en déduire qu'actuellement Wizards of the Coast construit une expérience en 3D et non pas juste en 2D. Nous sommes loin, entre guillemets, de la table de jeu et du visualisateur de personnages, comme on a pu voir avec la 4ème édition, avec D&D Insider, pour ceux qui se souviennent de D&D Insider, qui ont connu cette époque. Mais est-ce qu'ils construisent... En fait, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'ils construisent une nouvelle équipe ou est-ce qu'ils vont renforcer une équipe déjà existante ? Parce que, attention... Plot twist, Wizard en fait pourrait acquérir tout simplement un petit programme qui s'appelle Talespire. Dernièrement, ils ont ouvertement montré de l'intérêt pour Talespire, qui, on le démarre, représente $400,000, ce qui représente que dalle pour Hasbro, qui pourrait tout simplement dévorer ce projet et en faire un monstre. Ils en ont déjà parlé. Mais attends, dis-moi. C'est quoi les indices comme quoi ils s'intéressent à Talespire ? Tout simplement parce qu'ils pourraient racheter tout ce qu'il y a derrière. Je te l'explique en 2 petites secondes. Vas-y. C'est une application, pour ceux qui ne connaissent pas Talespire, qui ne regardent pas mes actual plays, c'est une application de virtual tabletop en 3D. Elle est ultra sous-évaluée actuellement et avec une évaluation positive sur Steam pour sa qualité et surtout la communauté
qu'il y a derrière. Il est toujours actuellement en early access, ajoutant évidemment de nouvelles fonctionnalités gratuites avec lesquelles les gens peuvent jouer pendant que Talespire apprend de ses erreurs et il se développe petit à petit. Tout ça, c'est le terreau à un rachat d'une pépite sur laquelle, à mon avis, Wizards of the Coast ne pourra pas cracher éternellement et ils ont déjà témoigné un intérêt pour le projet par le passé. J'ai plus les tweets là devant moi, mais comme on dit, t'inquiète frère, t'inquiète voilà, frère. Tu vois. Source, voilà, évidemment. Source, voilà. Alors, non, D&D, c'est Hasbro, c'est pas D&D. Hasbro, c'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est au-dessus, hein. C'est vraiment. Hasbro a racheté Wizards of the Coast, qui a racheté Donjons Dragon. Imaginez, Hasbro, c'est un énorme groupe qui possède plein de groupes, en gros. C'est ça. Mais dans l'idée, quand tu dis D&D, est-ce que c'est Hasbro? Oui, factuellement, D&D, c'est Hasbro. Mais je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait il y a 1 an, 2 ans sur la séparation entre Wizards, les bons chiffres qu'ils ont eu en 2020, 2021. Je vais pas revenir là-dessus. C'est énormément de discussions. Il y a énormément de chiffres. C'est un truc que j'essaye d'amener régulièrement, mais je vais pas revenir là-dessus parce que on va pas arriver à la conférence sinon. Ce que je voulais, vraiment, il y a énormément de trucs à dire dessus en termes de chiffres, etc. C'est pour ça que c'est intéressant de parler avec toi, parce que t'as trop d'infos. Ce qui m'amène en fait, il y a plein d'informations. À la deuxième information que je pourrais donner. En fait, il y a actuellement de grands changements dans le contenu généré par les utilisateurs. L'énorme communauté de modeurs, pour ceux qui se souviennent notamment sur Skyrim, continue actuellement de modifier le jeu qui a plus de 11 ans. Les mods, qui sont à peu près l'équivalent, si je dis pas de bêtises, là sur Nexus on est à 70 000, 28 000 sur Steam Workshop. En fait, ça fait vivre le jeu et on connaît l'envie de D&D à développer comme ça également avec sa propre licence. Une étude de cas parfaite pour quiconque souhaite notamment créer sa propre communauté de modérateurs derrière, de modeurs derrière. Et Talespire a déjà adopté cette approche en fait. Les utilisateurs peuvent créer et partager leurs propres cartes, des ensembles de tuiles et même verrouiller des caméras dans un mode descendant qui émule des cartes quadrillées en 2D, etc., etc. En fait, cette deuxième information permet de comprendre pourquoi Talespire est un truc qui est intéressant pour Wizards derrière. Acheter Talespire et hériter aussi de sa communauté de constructeurs est un moyen qu'ils sont les seuls à pouvoir s'offrir. C'est tout simplement. Ouais, puis c'est un peu un projet clé en main aussi. C'est-à-dire que vraiment, ils prennent le truc Là, ils arrivent, ils proposent $1 million aux 3 personnes qui sont derrière en disant on vous offre $1 million chacun d'entre vous et on reprend Talespire et vous êtes encore dans l'équipe. Ouais, je pense et que c'est clairement le move le meilleur move qu'il pourrait faire. Hein. C'est-à-dire que attends, c'est même pire que ça, mec. C'est même plus gros que ça. Et j'espère que vous allez vous accrocher parce que qu'est-ce que cela ouvre en fait d'autres. Quelles sont les choses en fait que ça peut offrir pour une boîte comme ça d'acheter ce genre de projet? Un seul mot, microtransactions. Lorsque Valve, c'est pour ceux qui se souviennent, en 2015 a introduit les modes payants, les fans ont tout simplement détesté. Ils ont hurlé dans tous les sens. Ils ont même râlé contre le Creator Club de Bethesda qui payait des modeurs de haut niveau pour développer de nouveaux contenus et de nouveaux modes. Mais la communauté Donjons Dragon adopte déjà les microtransactions pour les modes créés par les fans dans leur jeu. Tu sais comment on appelle ça, Lincus? On appelle ça la DM's Guild. Et tout comme les modeurs de Skyrim font parfois carrière en fait dans le développement du jeu. La DM's Guild c'est un endroit où les modeurs se cherchaient. Hein. Oui, c'est ça. C'est un endroit où les amateurs en fait peuvent s'initier et devenir pro, comme on l'a vu sur les tentatives de livres, comme c'est le cas du Candlekeep Mysteries pour ceux qui se souviennent. C'est vrai, putain oui. Les personnes qui ont écrit en fait les scénarios, ce sont des gens qui viennent de la DM's Guild et qui ont reçu un coup de main de Wizards of the Coast pour se lancer en tant que professionnel et putain la boucle est bouclée, tu vois. D&D Beyond expérimente déjà des microtransactions cosmétiques comme les dés numériques, etc., ou des microtransactions basées par exemple sur les règles comme l'achat d'une classe de jeu, de certains livres, etc., etc. Les figurines numériques, peut-être même un partenariat avec HeroForge, incroyable, ne sont peut-être pas loin. Ça serait une dinguerie ça. Mec, Talespire en parle depuis 3 ans. Ils sont en négociation avec eux depuis 3 ans. Et ils sont à 2 doigts de le faire. Donc imagine le business plan DM's Guild, Talespire, Beyond que tiendrait Wizard s'ils rachètent tout ça, tu vois. En plus, ce qui serait dingue dans l'éventualité cette trinité un peu ultra saine, tu vois. Ouais. C'est que en fait, HeroForge pourrait même entre guillemets baisser ses coûts, tu vois. Exactement. Donc ça serait beaucoup plus accessible et. En vrai, ça peut être que gagnant, tu vois, je pense. Attends, vous pensez vraiment que ce serait pas possible avec la machine colossale qu'il y a derrière Wizards of the Coast? 72% du chiffre d'affaires, c'est eux. En parlant de D&D Beyond, Hasbro vient de racheter D&D Beyond ainsi que ses 10 millions d'utilisateurs pour 146 millions de dollars. Vous n'avez peut-être pas réalisé en fait que D&D Beyond et Donjons Dragon, c'était 2 franchises différentes.
Ce qui nous amène à la troisième, je vais pas dire prédiction, mais la troisième chose que j'ai en tête, dis-moi. 2 secondes juste, parce que dans le chat, il y a une très bonne remarque là-dessus qui dit que, en gros, ils vont développer. Alors, c'est ça, il faut bien saisir le truc, c'est que eux, dans leur idée, là, s'ils font ça, si cette prédiction se révèle exacte, c'est en gros, ils vont développer ils vont prendre l'ensemble de maps qui est développé pour les vendre en mode comme une suite. Et ça va être clé en main, effectivement, c'est ce qui était dit dans le chat, pour des campagnes, genre, par exemple, t'achètes une campagne, t'as déjà tout qui est prêt, c'est ça. Que ça soit tu te prends un pack, imaginons, mais imagine, le monde idéal, c'est, tu as une campagne, genre, je sais pas, tiens, Descent into Avernus, pour le coup, vu que je l'ai fait avec Table Quest. Tu prends le PDF, t'as le PDF, ouais. les modes offerts par la communauté qui sont rémunérés par eux, les figurines, le pack 3D, les cartes, t'as tout en un. Parce que c'est que ça existe, ça existe les packs sur Etsy, mais ça coûte une couille. Ça coûte exactement. Bah oui, Beadle and Grims pour ceux qui connaissent. 500 balles le pack avec toutes les figurines. C'est 500 balles exactement. Attends, c'est encore pire que ça. Dans les choses que j'ai découvert et que j'ai récupéré au fur et à mesure cette semaine, moi ce que je pense, troisième aspect, c'est que le Dungeon Master Guild est le prochain achat dans cette logique de Wizard qui récupère ces trucs. Ou du moins, quelque chose doit changer dans cette relation. Wizard a un accord de licence avec One Bookshelf qui gère la DM's Guild. C'est un créateur qui poste, si un créateur poste quelque chose sur la DM's Guild, il reçoit 50% des royalties. Les autres 50% est reparti entre Wizard et One Bookshelf. Encore une fois, ceux qui ne le savent pas, DM's Guild n'appartient pas à Donjon Dragon, n'appartient pas à Wizard. C'est deux choses qui sont différentes. Cette séparation se manifeste parfois, comme ce fut le cas il n'y a pas si longtemps, un faux pas qui concerne le lot DM's Guild pour soutenir l'Ukraine. La DM's Guild avait initialement oublié de vérifier auprès de Wizard s'ils pouvaient renoncer à leur part des frais pour soutenir cette action caritative. Cela ne s'est jamais arrivé si Wizard possédait la DM's Guild. Du coup, ce qui nous rappelle que One Bookshelf détient donc la DM's Guild, Drive-Thru RPG, et la Storyteller Vault pour les joueurs de Vampire la Mascarade. L'interface utilisateur hideuse est copiée à l'identique sur chaque plateforme. Ils utilisent les mêmes logins sur les trois, ce qui, certains l'ont découvert que lorsqu'il y a une faille, vous faites bien ken. Intégrer directement la DM's Guild et D&D Beyond et Talespire est gagnant pour tout le monde. Ce serait plus utilisable pour les joueurs, augmenterait les ventes pour les créateurs et réduirait la participation aux bénéfices de Wizard. Et puis surtout, ce qui pose la question de ce qui est laissé pour de ceux qui sont laissés pour compte, c'est-à-dire One Bookshelf et toutes les personnes publiant sous la licence Open Game, donc l'OGL derrière. Donc, surtout ce qui serait tellement mieux pour les joueurs, les joueuses et les consommateurs, entre guillemets, s'il faut dire le vrai mot, tu vois, c'est d'avoir un seul et même produit, un seul et même endroit où tu peux tout avoir. Parce que là, actuellement, c'est vrai que on se donne un peu les tips, tu vois. C'est pas, t'as pas un bon truc pour gérer les maps, machin, tu vois. Alors, si t'as un truc géré, officiel, déclinable, centré, ou alors, vraiment un truc où tu prends une campagne, machin, tout est centré, tout est nickel, ou alors tu peux prendre ce qui t'intéresse, mais au moins, c'est une seule et même plateforme avec, créé par des gens, par des communautés pour des joueurs et des joueuses. C'est parfait, tu vois. Ça va créer peut-être un petit monopole, il est vrai, mais il y aura toujours des solutions autres. Dites-vous que si vous faites vos propres figurines et tout, vous êtes déjà un peu dans votre monde à faire vos trucs, et ça c'est normal. Mais là, on parle plus pour des gens qui déjà ont les moyens de dire voilà, je prends ma campagne et machin et on y va, tu vois. On parle à un niveau où c'est la professionnalisation sera accessible pour tout le monde, mais évidemment il y aura. Mais ça aussi, c'est vrai qu'il y a ce côté-là aussi. C'est vrai. C'est l'Incus qui parle, Sorcan. Je suis l'Incus. Je suis l'Incus. Bonjour. Mais imagine 2 secondes l'Incus avec ce que je viens de te donner comme information. En quelques clics, tu ajoutes un monstre d'un bestiaire que tu as acheté sur la DM's Guild, accompagné de la figurine 3D pour ta table virtuelle, plus l'accessibilité derrière. Ou tout simplement des classes et des objets magiques achetés sur la DM's Guild, ajoutés directement à ta feuille de personnage D&D Beyond. Si DM's Guild et le contenu de la première partie apparaissent côte à côte, en fait ça reflèterait un marché qui est l'équivalent du marché de, par exemple, d'Amazon dans le monde du jeu de rôle en fait. Amazon, fun fact, pour rappel. Non, pas de NFT. Ça parle attention, de NFT c'est pas... Non. C'est en fait... Actuellement, alors j'ai des informations ils sont actuellement en train d'étudier la question, mais il n'y a pas de feu vert. Et puis sachant que là, ce qu'on dit, c'est ça. Les prédictions que tu donnes sont surtout pour les joueurs et les joueuses qui sont à distance. Parce qu'en vrai, là, c'est vraiment des annonces sur un produit. Mec, attends, un produit. Alors, je vais te donner les chiffres. Je vais te donner les chiffres du digital dans 2 secondes. Du numérique. Je vais donner les chiffres du numérique dans 2 secondes. C'est un truc de fou. C'est Amazon, évidemment, qui travaille avec Hasbro. Fun fact, main dans la main. Bah tiens, incroyable. Ne pensez pas qu'ils sont hors du business, évidemment, avec les accords prioritaires, notamment sur les ventes de produits comme Magic, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais ils sont
ils sont en train de tourner autour l'un de l'autre. Ouais. Séparer les livres physiques, D&D Beyond, la table virtuelle à DM's Guild et plein de friction user, c'est un truc énorme. Voilà l'énorme coup que peut faire Wizards of the Coast, mais de nouveau ce ne sont que mes spéculations au vu de ce qu'ils font avec les chiffres qu'il y a derrière. Ce qui m'amène à la 4e partie, les expériences sans maître de jeu ou une solution à ce propos. Ça, c'est un truc que je suis convaincu qu'ils sont en train de développer là-dedans. Les maîtres de jeu sont les plus grands atouts de Donjons Dragons, mais également les plus grands goulots d'étranglement pour la croissance de leur licence. Les MJ rémunérés est une phrase, évidemment, qui briserait le cerveau de 60% des rôlistes francophones, en 2022 encore, mais elle indique un sérieux déséquilibre dans la compréhension, en fait, qu'ont les gens réellement sur les réalités du business et de l'aspect professionnel de cette licence. Tout le monde veut jouer, mais la maîtrise d'une table, c'est encore hyper intimidant. Et c'est cher. Offer Cbuzz, pour ceux qui connaissent évidemment, rapportait en février que le segment Wizards of the Coast en digital gaming a également enregistré un bénéfice d'exploitation de 547 millions de dollars en une année, ce qui est équivalent à 72% du bénéfice d'exploitation total de Hasbro à l'échelle de l'entreprise. Année Covid ou pas ? C'est différent, tu vois. Faut aussi parce que l'année Covid, forcément, les gens faisaient beaucoup de tables numériques, quoi. 2021, ça lâchait déjà, ça lâchait déjà le Covid. Oui, ok, d'accord. Oui, en vrai, c'est qui les whales pour toi dans Donjons Dragons ? C'est qui les gros dépensiers de la licence ? En vrai, c'est toujours les meneurs de jeu, les meneuses et les meneurs. Exactement, c'est les MJ. Dans la vraie vie, les MJ, ce sont ceux qui vont acheter les livres comme les textes de référence pour planifier les campagnes, etc. Même la structure d'abonnement de D&D Beyond reflète cette réalité-là en termes de chiffres. 3$ par mois pour les joueurs, 6$ par mois pour les maîtres. La seule différence entre les deux, c'est quoi ? C'est que vous partagez votre bibliothèque numérique avec la table de jeu si vous êtes MJ. Grâce à des scripts codés et une communauté de mods engagée, évidemment, Wizard peut prendre en charge une grande partie des tâches fastidieuses et intimidantes du jeu et faciliter la vie du MJ, voire carrément ne plus en avoir besoin. Au final, tout le monde est le maître du donjon et personne n'est également le maître du donjon car tout est généré par la plateforme. Et du coup, il y a des solutions là-dessus qui sont en train d'être développées. Qui, soit dit en passant évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, MJ, maître de jeu, DMs, est devenu un terme de marque déposé par Wizards of the Coast, juste pour vous expliquer un peu l'ampleur de la puissance derrière, tu vois. Oui, c'est comme le terme... Ça en parle dans mon chat sur le souci des meneurs et des meneuses de jeu payées, rémunérées. Effectivement, en France, c'est encore un peu... Voilà, mais je pense pas que si tu vas à une table où tu payes un meneur ou une meneuse de jeu, tu t'attends à forcément être le héros de la table. Je pense que si t'as plusieurs, c'est au MJ de te faire sentir tes moments de brille, enfin de shine, etc. Ça, c'est dans des cas, voilà, effectivement. Après, quand tu payes quelqu'un pour une prestation, la personne, elle connaît normalement son métier, elle saura te faire briller dans les moments où il faut faire briller. Donc, voilà, et tout le monde s'attend à être le héros de cette campagne, même dans les parties privées. C'est-à-dire que dans les parties privées aussi, tu peux avoir un MJ et 4 joueurs. Les 4 joueurs veulent se sentir le héros de la campagne, ou du moins le groupe de héros. Donc ça, c'est autre chose, mais effectivement, en France, ça commence tranquillement à sentir. On sent le vent un peu tourner dans le côté meneuses et meneurs de jeu rémunérés, mais c'est pas encore ça. Mais ça, c'est. Bon. Non, mais Gabar, tu sais, il y en a qui sont en train de dire oui, mais MJ, marque déposée, c'est de l'abus. Je vous rappelle que le concept de engager un terrain pour jouer une carte, vous savez, le mouvement de tournée dans les années 90, c'est jusqu'à 2016-2017, c'était détenu, vous n'aviez pas le droit d'utiliser le terme tap ou engagé pour parler d'une carte qui utilise un effet sur un jeu, un trading card game. Ils sont comme ça. Les gens, arrêtez d'oublier le côté artisanal du jeu de rôle francophone. On parle des Américains qui dominent le marché depuis toujours. Bien sûr, vous aurez... Ce que Naetherion dit, c'est que là, c'est purement une vision, entre guillemets, même pas du tout entre guillemets, mais d'une boîte commerciale qui doit faire son bif, qui vit, voilà, c'est comme ça. Exactement. Donc c'est normal, c'est plutôt de qu'est-ce qu'ils vont proposer. Voilà, on vit dans une saucisse, mais qu'est-ce que Wizard va proposer sur la licence Donjons et Dragons pour les gens en majorité qui jouent en numérique. Mais le principal et le nerf de la guerre, et ça j'ai toujours défendu ça, c'est que le jeu de rôle reste un jeu papier autour d'une table avec des potes et tu joues avec ton imagination, etc. Ça, ils pourront pas vous le retirer. Et justement, ça, ils jouent là-dessus aussi. Ils savent que c'est quand même ça le nerf de la guerre. Je veux dire, quand une table de jeu, il y a 5 joueurs et il n'y a qu'une seule personne qui achète le bouquin, comment tu veux construire un business plan là-dessus ? N'importe quelle personne qui tient une entreprise n'a pas envie, a envie de développer, c'est normal. Je veux dire, sans vouloir rentrer dans... C'est le même problème sur le société. Si tu prends un jeu de société, t'achètes un Monopoly pour combien de joueurs, tu vois ? C'est ça. Tu prends un Monopoly par joueur, tu vois ?
T'achètes Ok. un bouquin, une version d'un bouquin pour tes joueurs pour 30, 40 ans. Alors évidemment, il se pose plein de questions hein, avec l'actuellement. Pourquoi est-ce que la version numérique est proposée en avant? Parce qu'il y a actuellement, pour ceux qui ont oublié, qui ne savent pas, il y a un truc qui s'appelle la crise du papier. La crise du papier. Les gens sont en train de se défoncer la gueule pour avoir accès aux matières premières. Aïe. C'est un truc de fou. Pourquoi est-ce que vous pensez que les cartes Magic ont augmenté de 11% pour la prochaine année? C'est parce que le prix du papier est insane. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de problèmes avec vous avez les pizzas là, avec le E. coli, les trucs Kinder, machin et tout? Les matières premières manquent à cause de quoi? De la situation globale, des conflits, à cause du Covid notamment, du manque de matières premières en fait, tout court. C'est un truc de fou. Il faut oublier l'aspect, on va dire, petit village sympathique et se rendre compte que en fait prenez de la distance sur ce qui se passe autour de vous et analysez les choses. Moi évidemment ce que je dis là c'est ce que moi j'ai vu, c'est ce que j'ai récupéré comme information, mais il y a énormément de réalités derrière qui peuvent être apportées avec des chiffres. Et c'est là en fait on arrive dans la dernière phase de ce que je voulais parler, c'est la question des nouveaux modèles d'abonnement et de la suite. Qu'est-ce que représente en fait tout je vais pas dire ce patrimoine-là, mais cet impact économique-là? Les livres de Donjons Dragons feraient mieux d'inclure les codes de téléchargement pour D&D Beyond. Certains hurlent ça depuis des années. Très franchement, je pense que c'est une vision à court terme que vous devez absolument oublier, pour plein de raisons. Je pense que D&D Beyond remanie les abonnements pour ressembler énormément à ce qu'on appelle actuellement, ce qui fonctionne en fait. Le Xbox Game Pass, le Netflix, etc. C'est des modèles qui fonctionnent et ils veulent faire pareil de leur côté. Des expériences EMJ égale pas de Dungeon Master pour partager les livres et donc égale plus d'abonnements en général dans l'équation, puisque toute la table va pouvoir avoir accès pour 3$ par mois. Vous êtes 4. Chacun paye 3$ par mois plutôt qu'un MJ qui paye 6$ par mois. Ça vous fait 4 x 3. Vous faites le calcul et vous avez l'information de pourquoi c'est plus intéressant de faire ça comme ça. Les différents niveaux d'abonnement incluent déjà des cosmétiques de base, donc c'est déjà implémenté, c'est déjà en cours. Ils pourraient ajouter des bonus de terrain et des figurines, hein, comme je viens de vous l'expliquer, Talespire, DM's Guild, etc. Et également un accès anticipé à l'Unearth Arcana, le contenu de DM's Guild, sélectionner les figurines, machin, ou même des réductions sur les livres physiques. 90% des joueurs en 2020-2021 ont choisi le numérique. Les chiffres sont là, c'est une folie mec, c'est une folie, c'est 80% des gens veulent du numérique. Les abonnements d'abord et les versions papier sont derrière. Pourquoi ? Le papier, c'est très rare, c'est très récemment moi que je me suis mis au livre, livre et tout, etc. Moi j'ai beaucoup de PDF, et parce que le PDF tout bêtement c'est un truc que tu peux transporter ultra c'est un truc de fou, tu vois. Ouais, c'est une et tablette et terminé quoi. L'application D&D je pense qu'ils vont peut-être s'axer sur le côté premium des bouquins, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, comme ils ont fait des éditions un peu collector, ils vont faire comme ils font avec Magic. Ouais, c'est ça. Ils vont faire comme avec Magic. C'est-à-dire valoriser la version en ligne pour ceux qui veulent jouer et la version collector pour avoir des belles cartes et faire des collections, etc. pour la version physique. Et du coup, réduire les coûts de production de faire ces cartes-là. Excuse-moi, parce que comme c'est un sujet que je bosse et que ça me prend au trip, du coup, je suis en mode genre... tout remonte. Non, mais c'est un truc de fou. Et alors, je vois derrière... bref. Les expériences numériques, en fait, permettent une distribution plus facile notamment des corrections et des ajustements d'équilibre. En fait, ça transforme une édition de Donjons Dragons en une édition perpétuelle qui peut être mise à jour en l'espace d'une seconde. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas parler de nouvelle édition ou de 5.5, hein, pour ceux qui se souviennent de la discussion d'il y a quelques mois. Les chiffres et les actes sont là, en fait, parce qu'ils veulent un Donjon Dragon tout court, sans problème d'édition, qui change au fur et à mesure. Ça en parlait vaguement sur le stream il n'y a pas très longtemps pendant un lunch play où ils évoquaient notamment le D&D Direct et ils disaient peut-être qu'ils vont annoncer. Après, c'est Locke, c'était pas non plus très rencardé là-dessus, mais elle disait peut-être évoquer une nouvelle version de Donjons et Dragons, une version 6, etc. Et moi, j'étais en mode, mais dans le chat, j'étais en mode non, mais pensez pas du tout à une nouvelle version. C'est genre vraiment. Non. Ils vont faire un espèce de Donjons et Dragons point final. Et sortez en fait de vos boîtes, de façon de penser. On est sur des strates. Les gens sont bien plus malins que ça, tu vois. Est-ce que vous pensez à quel point World of Warcraft est radicalement différent de sa sortie en 2004 ? Le retrait du contenu obsolète est une nécessité, j'en ai déjà parlé en vidéo, sur les sujets notamment des gamologies sur la chaîne YouTube. Tenir à jour votre licence de jeu, c'est important. Je vais dire, regardez la façon dont, par exemple, le Fortnite garde son jeu actif.
Pourquoi est-ce qu'il a tenu aussi longtemps? Ça a également d'énormes ramifications pour l'Adventure League, en fait, cette manière de fonctionner, et surtout l'expérience qui est partagée. Je peux jouer l'intrigue actuelle numérique du jeu Donjon Dragon avec les règles actuelles, disponibles immédiatement en ligne, mises à jour avec des joueurs familiers dans mon jeu d'origine. Au revoir les MJ bizarres de mon sympathique magasin de jeux local. Je peux avoir des gros pros qui vont me garantir un jeu 100% comme je l'entends. Mais tu peux le faire en physique, seulement tu ne seras plus limité par ce qui est disponible, mais parce que plus de gens auront accès à la même chose que toi. Tu vois, je trouve que, alors le chat le dit beaucoup, mais il y a quand même une certaine... voilà, je vous l'ai dit au début, moi je suis pas très bouquin et tout, mais là, maintenant que j'en ai, je kiffe bien. Moi j'aime bien avoir une petite bibliothèque, quoi. Je sais pas toi Naïta, que je vais faire le coup parce que ta bibliothèque est monstrueuse. Non, t'inquiète. C'est quand même cool, tu vois, de bouquiner, de tourner les pages et tout. Et je pense que ça va vraiment rester un côté premium. Alors c'est pas une réflexion de vieux con, c'est juste que, en fait, on a toujours été habitué à arriver avec nos bouquins, nos trucs et tout. Et malheureusement, et heureusement pour la planète peut-être, tu vois, c'est une chose qui va changer via le numérique, via etc. Mais moi je pense que malheureusement les petites boutiques indépendantes de jeux de rôle vont à terme peut-être retirer ou alors garder que la section un peu bouquins de collection, collector, ou quelques bouquins de D&D, et ça sera plus le gros de leur vente. Parce que je pense que Donjons et Dragons, en fait, Wizard ou même en général, ils n'ont pas à penser aux petites boutiques, parce que généralement les petites boutiques sont gérées de manière locale par des fournisseurs, etc. Là, on parle vraiment de eux, ils pensent leur jeu et leur business de manière globale. Et donc là, il faut vraiment penser plutôt macro que micro. C'est pour ça que ça en parle dans le chat en mode les bouquins, c'est cool ici. Ils vont pas cracher sur les bouquins, et les bouquins, c'est l'âme même du jeu. Donc c'est-à-dire que ils vont pas vous dire bon, on arrête les bouquins comme ça de but en blanc. Il y aura toujours ce côté collection, même d'avoir des beaux bouquins, c'est toujours cool. Et détachez-vous de votre émotionnel et pensez à pragmatique. C'est du business. Pensez pragmatique, ne pensez pas émotionnel. Vous aimez les livres, j'adore les livres, on va pas se mentir là-dessus. Mais actuellement, le dématérialisé fonctionne beaucoup mieux. Mais tu vois, par exemple, un package numérique et physique pour un prix décent, comme le dit dans le chat, ça peut totalement être faisable. Hein. Vous pourrez avoir un package en mode, quand vous achetez un bouquin, on vous donne un code, et avec ce code, vous avez accès à au même bouquin en mode numérique, et avec un pack, tu vois, vous achetez par exemple le bouquin d'une campagne, vous avez un code qui va vous dire, avec ce code, vous payez peut-être le bouquin plus cher, mais dans le bouquin, vous avez un code qui vous donne accès, si vous voulez jouer à distance, aux figurines, aux plans, aux musiques, etc., etc. Et en plus, vous n'êtes même pas obligé de le jouer en distance, parce que les musiques, les plans des figurines et des maps, vous pouvez même les faire imprimer pour vous en physique autour d'une table, et au moins vous avez pris votre truc. Et eux, au moins, tous les corps de métier, si j'ose dire, sont entrés en compte, et ils savent que vous avez le pack, que vous avez votre truc, que vous avez acheté votre boîte de jeu, en fait, en vérité. Et ça, c'est trop cool. Et en plus, mais là où ça devient intéressant, ça fait vraiment un truc en mode clé en main. C'est-à-dire que tu prends ton truc, tu l'as, et c'est bon. Et moi, c'est intéressant, c'est numérisé. Tu peux être redirigé sur des plateformes un peu plus globales, où tu pourras, entre guillemets, upgrade ta campagne, comme tu disais, par exemple, rajouter un monstre, des musiques, machin. Et ça peut être cool. Ça, c'est aussi une autre façon de voir le truc. Un peu un truc cross-média, quoi. C'est-à-dire entre le physique. Mais le truc, en fait, Lincus, c'est que là où est-ce que ça devient encore le plus incroyable, tout ce qu'on vient de dire, tu viens d'expliquer, c'est que si Beyond décide de sortir régulièrement, je vais utiliser un terme, je sais pas si c'est assez correct, de sérialiser le contenu qui sort, c'est comme une émission en fait qui passe chaque semaine après semaine. Cela donne un arc narratif à Donjon Dragon, et surtout ce qu'on appelle dans le milieu une masse critique, pour devenir en fait des sujets également tendance sur les réseaux sociaux et gagner la guerre des réseaux à ce niveau-là. Regardez un peu leur dernière communication autour de ça. Tu vas me dire, mais avec quoi tu viens? Regarde les derniers tweets de la dernière année autour de Donjon Dragon. Regarde-les tous. Si vous avez des connaissances en réseaux et en médias sociaux, vous pouvez très bien comprendre leur envie d'interaction du genre « Hey les gars, comment avez-vous géré cette nouvelle créature que nous avons ajoutée dernièrement dans la dernière saison, etc. » Il y a eu des tweets, ça lui fait penser, mais il y a eu des tweets aussi avec la franchise WizKid et leur franchise de jouets, etc. ou qui avait une franchise de figurines notamment. Tu avais par exemple la figurine de Zariel que j'ai. Il me semble que c'était du WizKid peut-être. Ou non, c'était peut-être Gale Nine Force à l'époque, mais bref. WizKid, il tweet pas mal aussi. Là, normalement, il y aura des annonces WizKid dans le. Oui, ça fait partie du bingo d'ailleurs. Du bingo, mais ça c'est sûr. Moi, ce qui me fait surtout rire, c'est que, en fait,
les gens oublient, c'est que toutes ces plateformes sont une mine de données sur les utilisateurs. Avec quoi les joueurs sont-ils engagés? Quand ont-ils arrêté de jouer un arc narratif en particulier? Pour quelles raisons? Quelle classe, lignée ou monstre les gens aiment-ils ou évitent? Quel contenu de la DM's Guild va pouvoir être populaire ou non et peut-être potentiellement sortir sous la forme d'un livre officiel? Si vous trouvez ça effrayant, évidemment, dites-vous que tous les jeux vidéo AAA ou MMO auxquels vous jouez collectent et analysent exactement les mêmes données de façon similaire. Sauf que ici, ce sera implémenté dans du jeu de rôle. Et chaque plateforme utilise en fait des succès et des méta-récompenses, ce qu'on appelle des méta-récompenses, pour encourager en fait certains comportements des joueurs et de la communauté à avoir lieu. Je m'attends à ce que ça arrive également avec Beyond et les rachats derrière, comme évidemment DM's Guild, comme tout ce qu'on vient de parler pendant 45 minutes. Les vétérans se souviennent peut-être à l'époque du Dragon Magazine. C'est un ancien magazine pour tout ce qui était DLC, Season Pass, nouveautés, etc. pour faire avancer le jeu. Aujourd'hui, Dragon Mag ne fait plus du tout ça. Et je pourrais, par exemple, voir les modèles d'abonnement changer. Les mouvements, en fait, voilà. Les mouvements du monstre Wizard of the Coast commencent très lentement à faire bouger le décor du jeu de rôle au niveau mondial. Et autour de nous, sachez-le, les montagnes commencent également à bouger. À l'heure de... On est à 5 minutes avant la première conférence qu'ils ont jamais fait de leur histoire. Tous ces éléments-là montrent que c'est un monstre qui est en train d'arriver. Si vous doutiez que c'était un business, les amis, j'espère que j'ai pas trop détruit vos rêves derrière, mais les choses sont là. Au-delà du business, c'est que déjà d'une, ils s'impliquent en termes de communauté. C'est que vraiment là, on sent qu'il y a une vraie envie. Il y a un produit en fait. Ouais, voilà. Il y a un produit. Vivre dans une saucisse, on y est quoi. Et moi, ce qui me fait chier, c'est de voir beaucoup de, je vais dire, collègues entre guillemets journalistes du milieu omettre en fait cette réalité-là. Oui, c'est du jeu de rôle, oui, c'est chouette, c'est amusant, c'est plein de bonnes choses autour de la table pour 90% des gens, c'est vrai, mais c'est également un business basé sur des ventes de produits. Et même si personnellement je suis ultra fan, évidemment ultra yankee, je vais pas te mentir, je peux me permettre d'être aussi franche et honnête que j'ai toujours été en fait. Le monstre est en marche maintenant plus que jamais parce qu'il a l'argent et il a la dynamique qu'il y a derrière. En conclusion, pour les prochaines années, moi ce que je prédis vis-à-vis de Wizards, c'est tout simplement contrôle de ces marchés à travers une table virtuelle en 3D, du contenu généré par les utilisateurs, l'acquisition de la DM's Guild, des expériences sans MJ pour casser un peu ce problème qu'ils ont avec les MJ et des abonnements numériques de type Game Pass. Beaucoup de ces projets sont imbriqués les uns dans les autres pour créer une licence qui soit viable sur le long terme. Et je pense que tous ces éléments-là, malgré l'annonce de films, de séries, évidemment, de nouveaux crossovers, etc. Cette partie-là aussi. Mais tout ça, ça fait partie d'un énorme ensemble. Et en fait, là actuellement, je pense, si je dois être pessimiste, ce qui n'est pas mon cas, parce que finalement, je suis content de voir mon jeu de cœur avancer comme ça. Mais en fait, globalement, le game est plié en fait. Le jeu est déjà fini. Ouais. Là, actuellement, le jeu est déjà fini. Donc en gros, on va apprendre des trucs. Pour résumer, ce qu'on attend, ce qu'on prévoit de ton côté et un peu du mien, c'est une annonce sur une vraie solution, un vrai produit des tables des VTT, donc des virtual tabletop, des tables virtuelles, avec un vrai parti pris du jeu de rôle dématérialisé, soit pour les bouquins, les figurines, les musiques, etc. et toutes les ressources. Il y a une partie qui est cross-média, donc qui va être le cinéma, les séries, les bouquins. Ouais, l'entertainment classique à ce niveau-là, ouais. Il va y avoir ça, et il va aussi y avoir, je pense, une grosse partie, comme tu disais, très communautaire. Je pense qu'effectivement, ils vont dire, voilà, on va très axer sur le côté, comme tu disais, un peu mode, d'aller chercher un peu dans les communautés, de récompenser aussi les gens qui... Vecna qui revient dans Stranger Things saison 4, tu vois, j'ai envie de dire, référence, elle est encore là, tu vois. Ouais, et tous ces petits clins d'œil, mais moi j'attends beaucoup de choses là-dessus sur le fait de dire, ok, là c'est bon, on sait qu'on est, même si c'était personne s'en doutait, mais enfin personne ne doutait le contraire, mais ils sont dire, ok, on est mondial, on est très américain, mais il y a le marché européen, etc. Mais pour eux, ce serait intéressant. Voilà. Ils doivent se pencher sur l'internet. C'est ce qu'ils avaient déjà fait en 2021. Pour rappel, ceux qui ne savent pas, l'équipe de Donjons & Dragons France actuelle n'a même pas 3 ans. Elle a même pas 3 ans. Parce qu'il y a encore quelques années, les droits n'étaient pas entre leurs mains. Ils ne pouvaient pas lancer la dynamique qu'ils voulaient. Donc, s'ils veulent continuer à développer leur licence pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui représentent quand même une grosse partie de la planète, qui préfèrent jouer dans sa langue natale, ils doivent également... Il y a une équipe d'Indie France. Oui, il y a une équipe d'Indie France. Oui. Il y a une équipe, elle est toute jeune.
C'est à vous de se dire que c'est aussi récent. Oui. Est-ce qu'une version traduite des solutions VTT est envisageable? Tout à fait, c'est exactement ce que je suis en train de dire, Bali. Oui, non, mais c'est que la version traduite est dans leur intérêt. Mais une fois qu'ils auront accès à tout le package, une fois qu'ils tiendront la version Talespire, DM's Guild, D&D Beyond, plus les versions physiques, plus les versions numériques, et qui pourront faire un package intéressant, ils vont rouler sur tout le monde. Ils vont rouler sur tout le monde. Et tu pourras acheter pour 45 balles ton bouquin, les informations, les trucs de modeur, tout le monde sera rémunéré. Je dis pas que c'est beau, enfin que tout est vert, mais ils sont dans cette dynamique où ils veulent créer, ils veulent tout lier ensemble et avoir un produit fini pour mettre des protections autour de ok, maintenant ça c'est chez nous et on représente à nous tout seuls 60-70% du marché. Donjon Dragon représente 60% du marché. Il n'y a même pas à chipoter. Je vais faire un petit résumé aussi à ceux qui arrivent dans le chat. Dans les attentes aussi, c'était d'avoir un vrai plan, enfin, qu'ils annoncent entre guillemets aux yeux de tout le monde un plan d'évolution pour les années. Et voilà. Oui. Lincus, j'ai une nouvelle pour toi. Ah. Le D&D Direct vient de commencer son décompte. Je pense qu'il est temps pour nous de prendre nos accès et d'aller nous rendre sur la conférence. Ok, faisons ça. Alors juste cacher ça pour pas... Oui, tu n'oublies pas, nous ne sommes... Évidemment. Nous ne sommes pas autorisés à montrer certaines choses, donc je cache ça. Ah, pas encore, ok. Étrange, je vais juste utiliser l'autre pour voir. Donc, moi, évidemment, j'ai que la page D&D Direct sur le site, D&D Wizard. Évidemment, tout ce que je viens de vous dire n'est pas, c'est pas un truc qui est officiel, etc. Mais il y a beaucoup d'éléments derrière qui font que... Bonjour, salut Aifar, salut tout le monde. Et moi, j'aimerais bien... moi, j'aimerais bien qu'ils annoncent un vrai plan. Parce que là, bon, t'as quand même un vocabulaire un peu militaire, monstre, roulé, machin. Ça fait un peu peur, je peux comprendre. Moi, j'aimerais bien qu'ils aient plutôt une communication très communautaire, dans le sens en se disant, voici notre plan. On a pensé aussi aux autres pays, par exemple pour la France, on fait plein d'autres équipes dans d'autres langues. Voici un calendrier de ce qu'on va traduire, parce qu'il existe, mais il faut se renseigner. Mais là, j'aimerais bien, tu vois, qu'ils l'annoncent en vrai, en mode, voilà, on pense à ça, ça, ça. On se dit que tous les, comme tu parlais d'arc et de saison un peu aussi tout à l'heure, ok, bon, par exemple, tous les, je sais pas, 2-3 ans, on sort une nouvelle campagne qui peut être faite avec la communauté dans un cadre bien particulier, avec les par exemple des modeurs, etc., comme tu disais. Par exemple, tous les 3 ans, on sort pas une version, mais entre guillemets, une nouvelle saison ou tu vois, une nouvelle campagne, ou voilà, quelque chose qui pourrait y avoir un espèce de dark qui pourrait se produire comme ça et de faire des campagnes un peu à la volée ou des scénars, tu vois, des sortes de trucs un peu estampillés en mode voici un package de scénars proposés par la communauté dans cette première saison là, et d'avoir un côté un peu gamification, tu vois, du jeu de rôle sur certains aspects. Mais moi j'aimerais qu'ils parlent de ça, vraiment de ce côté communautaire et de mettre des choses en avant. Mais ils pourront. Alors je suis désolé si ma façon de parler est beaucoup trop carrée parce que c'est des termes qui sont littéralement ce qu'ils représentent. Mais ils peuvent le tourner de toutes les manières qu'ils veulent. C'est ce qu'indiquent les chiffres et la volonté chez eux. Donc je sais, c'est pas très cool à entendre, et je dis pas le contraire, ce n'est qu'évidemment de la spéculation. Mais j'ai envie de voir dans les 3 prochaines années et 5 prochaines années ce que je pense et ce qui a été relevé là-dessus, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Moi je suis très curieux de voir là-dessus, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, moi je serai Yankee Donjon Dragon, parce que je suis désolé, mais c'est ma licence de cœur. Mais je préfère également avoir un discours honnête et franc sur ils sont comme ça. C'est un monstre qui représente des millions et des millions, qui écrase et qui prend des accords avec des boîtes comme Amazon, comme Netflix, comme voilà. Et c'est pas. Il y a bien le décompte. C'est un business, quoi. C'est un business. Il y a bien le décompte, mais sur le stream. Sur le stream, ouais, de 26 minutes là. Il n'y a pas l'accès à l'avance en mode. Dans leur dernier mail, ils disent vous pouvez vous connecter d'arriver entre 8h30 AM et 9h30 AM Pacific Time, et c'est en fait 17h30 pour nous. Le 8h30 c'est 17h30 chez nous. Et pour setup notre profil, machin, etc. Parce que tu vas devoir créer ton perso, machin et tout. Ça va être très drôle. Tu vas devoir créer un petit perso, un petit avatar, et en fait tu vas te déplacer dans l'endroit et tout. Bref, ça va être très cool. Je suis désolé le chat, j'ai énormément parlé, j'ai pas trop répondu, mais il fallait que j'aille au bout de ma pensée. Fallait que ça sorte.
Non, c'est même pas qu'il fallait que ça sorte parce que je vais en refaire une vidéo derrière, etc. Mais c'est surtout que ça me perturbe en fait de continuer à entretenir une illusion. Pour moi, c'est important que quelqu'un qui achète un produit, on lui vende pas un truc qui soit fait sur un mensonge. Oui, Tu vois. bien sûr, oui, bien sûr. Pour moi, c'est important de rappeler aux gens, oui, il y a les garanties derrière, ce sera un beau bouquin qui va être travaillé pour certaines raisons. Il y a des très bons trucs qui sont faits également dans le mainstream, il y a des très bons trucs qui sont faits par les grosses licences, faut pas non plus tout le temps chier sur eux. Il y a des très bons trucs qui sont faits sur Netflix, qui sont faits par plein de grosses boîtes. Tout n'est pas spécialement rose, mais tout n'est pas spécialement non plus obscur, tu vois. Pour pas dire un autre terme. Donc ouais, moi c'est un truc qui, je préfère avoir une discussion clair là-dessus. Oui, je pense qu'il y a cette dynamique-là. On le voit dans les gens qui recrutent, les gens qui rejoignent. Je l'ai vu encore dernièrement, les gens qui rejoignent les équipes, les développeurs, les gens qui sont recrutés, leurs images, les investissements qu'ils font et tout. Tout ça m'indique qu'ils sont dans une dynamique. Là maintenant, ils ont eu le truc le plus important qui manquait, c'est-à-dire l'argent. 2019 a été une des meilleures années pour eux. Ils vont pouvoir investir pour les 5 prochaines années. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est trop bien, parce que moi, ça me fait plaisir de voir qu'une entreprise de jeux de rôle parvient également à pousser les limites. Preuve, regardez en termes d'audience, Critical Role a fait numéro 1 sur le plus de rentrées d'argent sur une seule année avec les leaks, tu vois. Ouais. À eux tout seuls, ils ont fait top 1 sur Twitch. Le top 1. Tout court. Le top Tout simplement. 1, ouais. 7 millions je pense. Je sais plus, ouais, c'était 7 millions sur une année. énorme. Ouais.